continue comme ça, vous allez d'abord l'Europe fédérale. Alors, bonjour, bienvenue à tous. Donc, je commence par vous dire que nous sommes enregistrés. Pour tous nos amis, camarades qui n'ont pas pu venir à La Rochelle et qui sont intéressés par le thème de cet atelier qui est l'Europe fédérale, je suis très heureuse de co-animer cet atelier avec Virginie Rosière, qui est ma collègue au Parlement européen, députée européenne pour la circonscription sud-ouest. Et nous avons un atelier qui est parfaitement paritaire entre le Parti radical de gauche et le Parti socialiste. Les femmes sont en force. Et en plus, on n'est pas du tout paritaire au niveau homme-femme. Les femmes ont pris le pouvoir. Alors, pour l'objectif de cet atelier n'est absolument pas de faire des longues interventions des uns et des autres, alors que nous avons des membres éminemment que je vais vous présenter, mais de faire un réel échange entre vous et nous, avec des principes que nous connaissons bien au Parlement européen, qui est le temps de prise de parole. Donc, ce que nous vous proposons, c'est que vous ayez 1 minute de questions, et les intervenants auront 2 minutes de réponse. Comme ça, nous allons profiter de cette heure et demie pour réellement échanger sur cette question de l'Europe fédérale qui doit aboutir à un moment donné. Alors, je vais commencer par présenter les uns et les autres, en commençant par ma gauche. Donc, Géraldine, qui est présidente des Jeunes radicaux de gauche, tout à ma gauche. Ensuite, Eddy Haït, qui est conseiller régional délégué d'Île-de-France, et qui est très actif à Carrières-sous-Poissy dans les Yvelines et qui reprendra la mairie. Donc Virginie Rosière que je vous ai présentée. Isabelle Thomas, députée européenne de la circonscription Grand Ouest. Et Henri Weber, éminent député européen jusqu'à l'année dernière, mais qui est toujours très, très, très au fait de ces questions-là. Et ils se feront le plaisir de répondre à vos questions. Alors, pour lancer le débat sur cette question d'Europe fédérale, il y a un sujet d'actualité qui nous préoccupe tous et sur lequel beaucoup d'ateliers parlent évidemment, c'est la question des migrants et la question de l'accueil des migrants et des réfugiés. On entend beaucoup dans la presse, mais l'Europe ne fait rien, mais pourquoi l'Europe ne fait pas, mais l'Europe se ferme, etc. Et ce qu'on ne sait pas, c'est que vous savez, mais que l'ensemble des Français ne savent pas forcément, c'est que le Parlement européen s'est très très vite mobilisé sur cette question et a voté un certain nombre de résolutions très fortes sur une réponse à apporter au niveau européen. Donc le Parlement européen, les députés européens ont joué le jeu. La Commission européenne, présidée par Juncker, a également fait des propositions. Mais il y a le troisième volet, c'est le Conseil des États membres, qui, eux, n'ont pas réussi à trouver un accord. Et l'Europe fédérale, dans un cadre où on aurait toujours ce Conseil des États membres, pourrait être une réponse puisqu'on arrêterait d'attendre que... C'est Eric qui est là-bas. Salut Eric. Encore un député européen. L'Europe fédérale permettrait justement d'avancer plus vite et de répondre à ce genre de questions d'une façon beaucoup plus efficace et pas en attendant que les 28 États membres donnent leur accord, ce qu'ils ne font pas aujourd'hui. Et on a ce sujet d'actualité qui est un exemple parmi d'autres qui démontre le bien fondé de la nécessité d'une Europe fédérale. Donc je m'arrête là, puisque je vais faire chef de la police des interventions et m'assurer que tout le monde puisse avoir le temps d'intervention nécessaire, puisque la parole, elle doit circuler entre nos intervenants et vous. Voilà, donc vous avez la parole si sur cette question ou sur d'autres, vous êtes intéressés. 1 minute. Une question extrêmement simple. Tu évoquais la question des migrants. Est-ce qu'on n'aurait pas une Europe plus accueillante, plus efficace, si ces institutions européennes avaient été effectivement conçues dans une perspective démocratique? Or, il se trouve que les institutions européennes actuelles ont été, c'est un peu comme ça qu'on peut le vivre, conçues pour qu'il y ait des blocages, qu'on ait en permanence des impossibilités, des blocages, et qu'en fait, au lieu de fonctionner comme une Europe fédérale, on a un machin qui ne fonctionne pratiquement pas. Est-ce que ça ne vient pas du fait que nos institutions ont été conçues de l'extérieur, et je pense particulièrement de Washington? Merci. Alors, réponse. Qui souhaite répondre? Alors, Isabelle, Henri. 2 minutes chacun. Henri,
Isabelle, 2 minutes chacun. Oui. Les institutions européennes, il faut comprendre leur spécificité. L'Union européenne est très différente de nos démocraties nationales. Pourquoi ? Parce que l'Union européenne regroupe à la fois 500 millions de citoyens, plus ou moins conscients de leur interdépendance dans la mondialisation et de leur solidarité nécessaire, mais aussi 28 États, dont la plupart sont déjà anciens et dont tous, à commencer par le nôtre, sont jaloux de leurs prérogatives, de leur souveraineté et de la défense de leurs intérêts. Et l'Union européenne est conçue pour représenter ces deux légitimités. Elle est conçue pour représenter les citoyens, et ça c'est le Parlement européen, en partie aussi la Commission européenne, Parlement européen qui est élu au suffrage universel, Parlement européen qui est représentatif des citoyens européens, mais il y a aussi le Conseil des chefs d'État et de gouvernement qui représente les États européens. Et pour reprendre ton exemple dans la question de la migration, ceux qui s'opposent, ce n'est pas la Commission européenne ni le Parlement européen qui sont en arrière de la main pour l'accueil des immigrés. Ce sont les États. Et les États qui, évidemment, prennent un malin plaisir à dire « l'Europe ne fait rien, elle n'est pas démocratique, elle a été créée par Washington ». Bon, ça c'est du pipeau intégral et même de la désinformation. Ce n'est pas du tout comme ça. Ceux qui s'opposent aujourd'hui à la question de l'accueil des migrants et même à la maîtrise des flux, ce sont un certain nombre d'États. Et malheureusement, à commencer par les anciens États de l'Est. Bon, mais pas seulement. Et on le comprend aussi pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, dans les enquêtes d'opinion, même en France, 2/3 des intéressés, c'est Eurostat qui le donne, 2/3 des intéressés sont contre l'accueil. Alors les États nationaux, ils sont confrontés à cette situation. Et nous avons, nous, à faire des propositions pour créer un sursaut de conscience, dire que les valeurs européennes sont incompatibles avec le fait de laisser des gens mourir dans des camions, asphyxiés et se noyer dans la Méditerranée, et que nous devons accueillir. Et nous devons avoir le courage de tenir le langage de Sigmar Gabriel, du SPD allemand, et, on doit le reconnaître, d'Angela Merkel, qui dit « il y en a 750 000 qui se présentent, nous devons les accueillir ». Voilà. Merci. Isabelle ? Oui, moi je suis assez intéressée, même si je ne partage pas la vision, comment dit-on, un peu complotiste de la construction externe de l'Union européenne. Il y a une vérité dans ce que tu dis, c'est qu'effectivement au moment du plan Marshall, les États-Unis ont exigé qu'en fait il y ait une construction au moins, j'allais dire, budgétaire commune de cet argent qui est arrivé de Washington. Cela étant, pour moi, la cause d'où on en est, elle est double. La première cause, c'est qu'effectivement, on part d'États-nations. Et comment est-ce qu'on construit à partir d'États-nations, si ce n'est de manière diplomatique et donc de manière non démocratique, si je puis dire. En tout cas, pas directement validée par le peuple. En fait, au départ, ce sont les représentants des États-nations qui se rencontrent, qui voient ce qu'ils peuvent faire ensemble. Et donc, on va avoir un long temps de construction de nature diplomatique qui n'a d'ailleurs pas tout à fait disparu aujourd'hui. Moi, je suis surprise de voir à quel point la diplomatie, notamment française, intervient dans des questions pour lesquelles, normalement, elle ne devrait absolument pas intervenir. Quand c'est la diplomatie française qui négocie en lieu et place des représentants de la France dans le budget de l'Union, c'est quand même un problème. Ce n'est pas sa spécialité, la question budgétaire, la diplomatie. Donc on a d'abord ce problème-là. Et puis ensuite, effectivement, on a un problème démocratique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans le processus de construction, on aurait dû avoir une accélération démocratique qui n'a pas... Alors, elle a en partie eu lieu, je rejoins Henri, sur l'élection dans les années 70 du Parlement au suffrage universel direct, puis avec le traité de Lisbonne, un renforcement des pouvoirs du Parlement, avec par exemple droit de veto sur le cadre financier pluriannuel ou budget, etc. Donc il y a un renforcement des pouvoirs du Parlement avec ce qu'on appelle la codécision, c'est-à-dire l'exigence d'avoir de la part du Parlement et de la part du Conseil un texte
voter dans les mêmes termes, donc c'est un progrès. Mais pour autant, et on le voit bien je vais m'arrêter là pour rassurer mes camarades, mais pour autant, on voit bien que ce processus démocratique aujourd'hui, il est entravé, notamment sur les questions économiques, mais sur toute une série de questions essentielles. Et comme le disait à juste titre, et pour revenir à la question des migrants, on le voit aussi sur la question des migrants, c'est-à-dire qu'y compris, à un moment donné, quand le Parlement, la Commission disent il faut que chaque pays accueille, etc., et que de l'autre côté, certains États membres, pas tous, mais disent non, nous on n'en prendra pas de réfugiés, ou bien on prendra pire encore, uniquement je dis pire encore parce que je le pense, uniquement les réfugiés catholiques, eh bien on n'a pas, nous, Parlement, pouvoir d'obliger. Donc il y a, de mon point de vue, j'en finirai là, l'exigence démocratique aujourd'hui, on le voit sur la Grèce, on le voit sur toute une série de questions, sur le TTIP, sur plein de sujets européens passionnants. L'exigence démocratique, me semble-t-il, est au cœur de l'évolution des institutions européennes dans le calendrier qui nous attend. Eddy. Ouais, très rapidement, juste dire que les propos exprimés par le camarade montrent à quel point on a trahi l'idée d'Europe telle qu'elle avait été conçue par les mouvements de résistance pendant la Seconde Guerre mondiale, et qu'aujourd'hui il faut peut-être qu'on renoue avec un nouvel idéal républicain qui ne peut pas être simplement basé sur le fait que l'Europe c'est un espace de paix ou de prospérité. Il faut réécrire une histoire, on a besoin de renouer avec un nouveau narratif européen, et je crois qu'effectivement, comme l'a exprimé Henri, aujourd'hui le modèle de l'État-nation qui a rempli son rôle et sa mission à un moment donné dans les premières étapes de la construction européenne, apparaît aujourd'hui dépassé pour répondre aux véritables besoins. La question des migrants en est une, mais il y en a bien d'autres aujourd'hui, bien d'autres problèmes qui ne sont pas surmontés, qui ne peuvent pas se répondre avec le modèle de l'État-nation. Et je peux vous dire que je ne suis pas le plus grand fédéraliste convaincu, j'en fais pas ma religion, mais force est de constater qu'aujourd'hui, si on veut redonner du sens, de la citoyenneté, de la démocratie à l'Europe, il faut qu'on sorte de ce Frankenstein institutionnel que constitue l'Europe et qu'on arrive à réécrire une histoire commune, nouvelle, sur de nouvelles bases, certes, peut-être, et ainsi avancer ensemble. Géraldine, tu voulais dire un mot ? Ah oui, Géraldine, attends, je peux Merci. Je vais pas revenir sur ce que vient de dire mon ami Eddy, parce que je partage son propos, mais juste sur la question des migrants, en fait, on voit que c'est typiquement le problème de l'Europe aujourd'hui, parce que même si le Parlement agit et même si la Commission a fait des propositions, on voit que peut-être ce qui va faire bouger la question de la situation des migrants ou réfugiés, d'ailleurs on pourrait prendre ce terme, ça va être la position d'Angela Merkel, de l'Allemagne, qui remet en cause le règlement de Dublin sur la migration. Vous savez, le règlement de Dublin, c'est ce qui donne responsabilité aux États primo-accueillants des réfugiés et demandeurs d'asile ou des migrants de les prendre en charge. Donc on voit aujourd'hui que voilà, la chose qui fait bouger aujourd'hui les lignes, c'est la position de l'Allemagne. Donc on est bien dans quelque chose d'intergouvernemental. Et aussi, le défaut de l'intergouvernementalité, c'est aussi que certains pays un peu plus puissants que les autres écrasent, imposent leur vision au reste de l'Europe. On parlait de l'Allemagne, mais de la France également. Et on entend moins aussi les peuples des autres pays. On va prendre un certain nombre de questions. La première main qui s'était levée, c'était derrière. Donc on va commencer par là. Oui. Bon, j'ai qu'une minute, on a 2 minutes pour me répondre. Moi, je fais directement référence au budget fédéral. D'accord ? Donc, le budget fédéral, je prends d'abord en acte le livre d'Henri, et je prends notamment en acte la note 21. Donc, je ne la cite pas, tu auras 2 minutes pour la citer, toi, moi, j'ai peu de temps. Donc, là-dessus, sur le budget fédéral, la question que je pose, on ne cite toujours pas, on ne met toujours pas en avant la nécessité au plan européen de chaque pays, d'avoir des règles de gestion des finances publiques harmonisées entre elles sur la base de directives que devrait lancer normalement la Commission européenne. Donc, primo, est-ce que oui ou non, on va en ce sens-là ? Deuxièmement, par rapport à cette note-là, donc transfert de balance entre pays créditeurs et pays créanciers, ça pose la question de caisse de péréquation au niveau européen. Est-ce que aussi on discute de cette caisse de péréquation au niveau européen ? Tout cela me semble être des préalables indispensables à la question du budget, avant même de mettre des ressources budgétaires. S'il vous plaît, créons des règles de gestion budgétaire et créons des systèmes de péréquation si on veut travailler entre pays pauvres, entre pays en difficulté et pays riches. Merci. On va prendre deux autres questions pour avoir un ensemble. Oui, sur l'Europe fédérale, d'abord, qu'entend-on par fédéralisme ? Et puis, quels seraient les chemins, le pas à pas ou plus rapidement, qui permettraient d'aller vers un type de fédéralisme donné ?
Une dernière. Moins d'une minute, c'est parfait. Rapidement, Bernard Fontaine, secrétaire fédéral. Je reviens à la question des migrants et je pose la question, est-ce qu'on ne devrait pas discuter de deux catégories de migrants? Les migrants réfugiés politiques, là il y a une tradition, au moins en France, concernant leur réception, et les migrants économiques, pour lesquels on peut se poser la question si l'Europe ne devrait pas essayer d'investir dans ces pays-là pour qu'ils puissent rester au pays pour travailler, plutôt que de venir en Europe. On va passer aux réponses sur le budget. Je pense qu'on a une experte à la table, donc je ne sais pas si tu vas attaquer. Isabelle? Oui, pour être un peu sur le budget. Bon, ça fait 1 an que je suis membre de la commission des budgets, donc je ne maîtrise pas tous les détails. Pour autant, ma religion est faite sur le fait qu'effectivement, il y a un problème, pas un problème, il n'y a pas de budget fédéral. Pour donner un exemple, les États-Unis, le budget fédéral, c'est 20% du PIB. Pour l'Europe, c'est 1%. Voilà. Donc évidemment, la force de frappe, et là on revient aux fondamentaux, la force de frappe, j'allais dire, d'une puissance, c'est pas que son budget. C'est à mon avis 2 choses. C'est son unité, déjà, et son budget. Là, nous, on n'a, j'allais dire, ni l'un ni l'autre. Donc on n'a pas de force de frappe. L'Europe qu'on avait conçue par rapport à la mondialisation, en tout cas ces dernières années, nous socialistes, et radicaux de gauche, je les laisserai s'exprimer, mais nous qui avions conçu l'Europe comme un moyen de résistance face à la mondialisation, comme un moyen de protection des droits, comme un moyen sur les marchés, sur la question des marchés financiers, sur la question du commerce international, qui devrait être cette zone de résistance, eh bien, en fin de compte, non seulement elle n'a pas été cette zone de résistance, mais parfois elle a même été le cheval de Troie de la mondialisation libérale débridée. Donc, effectivement, et particulièrement la question du budget, on le voit bien, fait partie de ce qui est le pire en matière comment dire, d'intergouvernabilité. Parce que, effectivement, on a ces dernières années, alors je vais obligé de prendre un petit peu plus de temps pour expliquer, mais sinon ils ne vont pas comprendre. En fait, on avait... Non, mais parce qu'il faut expliquer, il faut donner des chiffres. On avait un budget qui était à 75% construit sur les ressources propres et à 25% sur la contribution des États membres. Aujourd'hui, on a un budget qui est construit à 75% sur la contribution des États membres et à 25% sur les ressources propres. Donc forcément, il y a la puissance des États-nations est revenue en force, y compris, donc là on a un recul, est revenu en force puisque chaque année, chacun dit « Ah mais mon chèque, moi, que je vais vous faire là, il faut qu'il soit le plus petit possible. » Donc il y a des rabais, il y a des, comment dit-on, des ristournes. C'est évidemment Margaret Thatcher qui avait commencé exactement « I want my money back », comme elle disait si bien. Et donc, et petit à petit, le « I want my money back » de Margaret Thatcher est devenu, c'est généralisé. Aujourd'hui, tous les États-nations doivent revenir tous les gouvernants doivent revenir dans leur pays en disant « Là, je les ai bien eus, je reviens avec le maximum, mon chèque, j'ai réussi à le diminuer de temps, et voilà, peuple français, anglais, que sais-je encore, je reviens victorieux comme si le budget de l'Union était un adversaire et non pas un moyen d'augmenter la cohérence, etc. » Alors après, je suis trop longue, donc je ne pourrai pas répondre à la deuxième question sur les règles, mais je le ferai peut-être un peu plus tard, si j'en ai l'occasion, parce qu'effectivement, aujourd'hui, en tout cas dans la zone euro, les règles sont extrêmement dures, elles existent, mais elles sont disparates, elles sont peut-être en partie disparates, mais enfin les objectifs sont les mêmes pour tous. Après, elles sont disparates parce qu'évidemment, elles doivent s'adapter aussi à la réalité des choses des pays. Mais par contre, le problème, c'est pas qu'elles existent ou qu'elles n'existent pas. Le problème, c'est de quelles règles on parle. Et notamment sur les réformes structurelles. Moi, je ne suis pas contre les réformes structurelles. Si c'est obligé, chaque pays à avoir des retraites ou avoir un salaire minimum
ou avoir une sécurité sociale. Je suis pour les réformes structurelles, mais ce n'est pas ça les réformes structurelles qu'ils nous proposent. Bon, donc voilà, j'arrête là. Il y a beaucoup de choses à dire, mais il est clair qu'un budget de 1% pour une puissance comme devrait l'être l'Europe, c'est ridicule et ça n'a aucun sens. Edith, tu voulais dire un mot sur la question sur le fédéralisme, c'est ça ? Oui, très rapidement. Je ne vais pas ici, moi, expliquer ou revenir sur tous les modèles fédéralistes de construction qui ont été proposés pendant la Seconde Guerre mondiale par tous les cercles de réflexion, par nos députés européens, etc. Mais il faut poser le fédéralisme aujourd'hui comme un point de référence qui doit nous permettre de relancer l'action européenne. Aujourd'hui, dans une période où l'inquiétude des peuples n'a jamais été aussi grande vis-à-vis de la construction européenne, 31% des Français seulement considèrent l'Europe comme une source d'espoir. Il y a 10 ans, c'était plus de 61%. Et le pire, c'est que ce sont les jeunes qui sont le plus inquiets de ce qui se passe en Europe aujourd'hui et qui n'y croient de moins en moins en ce qu'elle pourrait être un jour, si elle pourrait être dans une démarche positive. Donc aujourd'hui, il faut vraiment que le fédéralisme soit posé. La France, je pense, a une responsabilité particulière et elle n'a pas à attendre des autres États. Elle doit faire ce pas en avant fédéral, elle doit proposer, elle doit être à l'initiative, parce qu'aujourd'hui, on ne va pas pouvoir considérer que l'Europe est puissante avec des institutions qui sont faibles, et on a besoin de dépasser les rivalités entre les États-nations qui, aujourd'hui, paralysent le fonctionnement des institutions européennes et qui révèlent à quel point nous ne sommes pas capables de répondre aux défis qui se présentent à l'Europe. Alors moi, je considère que parler des États-Unis d'Europe, c'est la meilleure façon d'enterrer le projet de fédéralisme européen si on voulait le réaliser, puisque chaque espace territorial, chaque espace politique, géopolitique a son histoire et on ne peut pas calquer le modèle des États-Unis et se dire ce fédéralisme pourra exister chez nous, mais quand on voit le projet généreux, le projet humaniste qui a été inventé par les résistants pendant la Seconde Guerre mondiale, on se dit qu'il y a encore de quoi espérer et il faudrait encore redépoussiérer un certain nombre de textes. Et je crois qu'on a des députés européens et des intellectuels qui là-dessus proposent des éléments de réflexion assez forts et assez essentiels. Et on a une responsabilité évidente à relancer un projet européen, et ça peut passer, je pense que la gauche a cette responsabilité, à donner un nom à ce projet fédéral qui est le fédéralisme, avec une forme institutionnelle qu'on aura à construire ensemble, les forces progressistes. Géraldine, tu voulais compléter sur les migrants ? Oui, sur les migrants, rapidement. C'est vrai que la question, enfin, ce que je prends derrière votre intervention, c'est la question de la politique extérieure de l'Europe aujourd'hui. Alors c'est vrai, sur le développement et justement l'aide aux pays en développement, c'est que les États-nations européens ne remplissent absolument pas leurs obligations de versement d'argent à ces pays. Au niveau de l'Europe, la représentation de l'Union européenne est assez faible parce que, encore une fois, ce sont les gouvernements qui parlent en premier, c'est les têtes de pont. Mais sur la question des réfugiés politiques ou les réfugiés liés à la guerre, la question d'intervention extérieure de l'Union européenne se pose également. Quel est notre rôle en tant que l'institution de l'Union européenne qui défend les valeurs démocratiques de liberté? Quel est son rôle vers l'extérieur? Je dirais même à l'intérieur de l'Europe. Quand on voit aujourd'hui le gouvernement hongrois qui n'hésite pas à remettre en cause la liberté de la presse, la liberté de culte, au nom d'une vision de... je crois que la Sainte Nation hongroise, je crois que c'est le terme. Quelles sont les sanctions à l'intérieur de l'Europe envers la Hongrie? Il n'y a rien du tout. Donc c'est vrai que déjà, on pourrait regarder un peu ce qui se passe entre nos États membres, mais à l'extérieur, voilà, quelle politique globale nous proposons à l'extérieur de l'Union européenne? Et il y aura très certainement une nouvelle catégorie de migrants, de réfugiés, ce sont les réfugiés climatiques. Alors c'est vrai qu'on va en parler parce que ça va être la COP 21. Quel est le positionnement de l'Union européenne sur cette question? Aujourd'hui, au niveau international, la contribution sur les gaz à effet de serre, on en parle sur l'Europe, pas de la France, pas de l'Allemagne, mais de l'Union européenne et de ses engagements sur la question des réfugiés climatiques. Qu'allons-nous faire? Donc là non plus, ça n'est pas très clair. Et d'ailleurs, il faudra avoir une position assez cohérente. Si on est pour une représentation extérieure, il faudrait poser la question, par exemple, du poste au Conseil de sécurité de l'ONU de la France, par exemple. Pourquoi est-ce la France qui aujourd'hui siège? Ne pourrait-on pas avoir un siège de l'Union européenne? Vraiment, bon, il y a les Anglais aussi, mais bon, c'est toujours un petit peu compliqué de faire l'Europe aujourd'hui, en tout cas avec le Royaume-Uni. Mais voilà, si on était vraiment dans une cohérence et une volonté, il faudrait aussi que la France, nous, on lâche de la souveraineté pour être plus fort et appuyer une cohérence à l'international. Tu voulais dire un petit mot sur les migrants? Très rapidement sur les migrants, puisque c'est une des commissions dans lesquelles je siège au Parlement européen. Et pour répondre à ta question,
ce qu'on a fait, le texte dont on a voté, j'en parlais au propos introductif, c'est justement que nous, on souhaite avoir une approche globale de l'immigration, et au sein de laquelle il y a effectivement des réfugiés pour des raisons politiques ou de fuite de dictature ou raisons de guerre. Il y a les réfugiés climatiques, effectivement, et on en parle au niveau européen, et les migrants économiques. Et on considère, et souvenons-nous de notre histoire, de l'histoire de la construction de l'Europe, et y compris du peuple France. Si vous allez au musée de l'histoire de l'immigration, c'est extrêmement révélateur. On a été un pays d'accueil de migrants économiques. Donc effectivement, la politique de développement, on la mène et il faut continuer à la mener. Mais il y a une question qui est posée, et nous, au niveau européen, on la pose, en tout cas au niveau du Parlement, elle est sur la table, et on discute beaucoup, et notamment avec des représentants de syndicats européens, de mouvements de travailleurs, sur la réalité démographique aussi, qui est l'Europe, et le fait qu'il va falloir sortir de cette question du tabou, du fait qu'on ne peut pas avoir de migrants économiques en Europe, y compris en France. C'est un point sur lequel je crois que politiquement, on a tenu pendant une trentaine d'années sur ce point-là, et il va falloir évoluer sur ce débat. On ne peut pas simplement répondre aux demandes de migrants économiques en leur disant « vous avez fait tout ce trajet, vous avez pris vous aussi des bateaux, mais rentrez chez vous parce qu'on n'a pas de solution pour vous », et essayer de regarder ça de façon plus ouverte, comme nous le faisions auparavant, et au niveau de l'ensemble de l'Union européenne et pas simplement d'un pays ou d'un autre. L'Allemagne a pris la question très rapidement parce qu'elle a un réel besoin de main-d'œuvre, donc elle n'est pas dans la même situation que forcément notre pays, y compris la France. Mais au niveau européen, on doit avoir cette approche, et c'est pour ça que nous, on travaille en vision d'immigration globale selon, il y a différents types de migration possibles aujourd'hui, et il ne faut pas ouvrir sur certaines et fermer sur d'autres, mais regarder comment on peut les accompagner et où on peut les accompagner. Le développement sur place est une solution, mais ce n'est pas la seule. Est-ce que tu me permets juste un petit mot sur les migrants, au-delà de la dimension éthique, morale, je dirais presque même humanitaire vis-à-vis des migrants, y compris des migrants économiques qui arrivent pour certains dans des états qui prennent des risques insensés pour venir en Europe. Avec une approche purement cynique, l'Europe a besoin de migrants, et y compris de migrants économiques. On a démographiquement, si on veut maintenir l'Europe dans une dynamique de développement, on a besoin des migrants, et les migrants ont aujourd'hui un apport positif à l'économie française, à l'économie française et européenne. Donc le discours qui veut stigmatiser les migrants économiques en faisant la cause de toutes les difficultés et en les présentant comme ceux qui sont les bénéficiaires de cette démarche de migration quand on sait tous les risques que ça comporte, c'est un mensonge en fait. Ça ne correspond pas à la réalité. Et donc à un moment donné, il faut aussi avoir le courage de dire, non, en fait, nous avons besoin des migrants, et en fait, en plongeant ces migrants économiques en particulier, dans la précarité, c'est toute notre structure sociale que nous mettons en danger, parce qu'on crée une population qui est précaire, qui est dans des situations de grande difficulté, et ça menace l'ensemble de notre tissu social. Je voulais juste dire un mot aussi sur le fédéralisme. Même si on ne se comporte pas aux États-Unis d'Europe, une des clés pour enclencher le mouvement fédéral, c'est sans doute de créer des ressources, mais aussi de créer des services ou des modalités d'action européennes. Je pense en particulier, la constitution d'une base, d'un socle en matière sociale qui aurait le mérite de rapprocher, d'incarner une action positive de l'Union européenne. C'est comme ça aussi que les États-Unis, l'État fédéral aux États-Unis s'est développé. Il y a un siècle, le budget fédéral des États-Unis, c'était 2% du PIB, à peu près le niveau auquel est le budget européen aujourd'hui. Mais c'est petit à petit, quand l'État fédéral s'est substitué sur certains types de prestations aux États fédérés, qu'il a constitué comme ça son budget et sa légitimité. Et c'est sans doute ce sens-là, cette direction-là que l'Europe devra prendre. Et une autre série de questions. Alors, oui. Une question Ici. d'une femme. Allons-y. Non. Je voudrais. Là. Non. Mais attends, on pourrait donner la parole dans l'ordre d'inscription. Donc je voudrais nuancer la position qu'a défendue Henri Weber tout à l'heure, lorsqu'il nous disait que dans l'Europe, il y a deux sources de pouvoir. D'une part, le Conseil des chefs d'État et de gouvernement, d'autre part, le Parlement européen. Je voudrais nuancer ça parce qu'en réalité, le Parlement européen, il a un droit de veto, mais il ne légifère pas en positif. Il peut empêcher le passage d'une mesure. Bon, Isabelle peut-être appréciera ce que je dis. Donc en fait, le fonctionnement le pouvoir européen
repose sur l'unanimité des États. Et donc c'était une structure confédérale. À l'origine, les pères de l'Europe étaient fédéralistes. Mais pour construire une fédération, il est plus prudent peut-être de commencer par le début, c'est-à-dire par un statut confédéral. Et c'est normal que dans un statut confédéral, on laisse le pouvoir à l'unanimité. Enfin, on demande l'unanimité pour prendre des décisions positives. C'est normal, parce que dans une confédération, les États restent souverains. Et dans la hiérarchie des normes, la constitution des États l'emporte sur les traités internationaux, qui eux-mêmes l'emportent sur la législation. Bon. Une minute. Or, je crois que la différence qu'il y a entre la fédération et la confédération, c'est que la confédération respecte la souveraineté des États, alors que la fédération partage la souveraineté des États entre, d'une part, une partie de souveraineté qui reste au niveau des États fédérés, et d'autre part, une partie de la souveraineté qui est donnée à l'État fédéral. Et je crois qu'il faudrait se prononcer pour une fédération, mais il faut comprendre que la marche vers la fédération suppose une assemblée constituante, une constitution européenne, réellement une constitution européenne, et donc une démarche de suffrage universel direct à l'échelle européenne. Merci. Et qui soit fondatrice d'une constitution, et pas seulement d'un Parlement qui a un pouvoir de veto. Merci. Devant. Bonjour, Myriam Reynaud, Maison Alfort. Je vais faire court. J'ai deux questions dans ma minute, très différentes. La première, c'est en l'état. J'ai bien compris qu'il y avait des modèles fédéraux plus ou moins possibles. Mais en l'état, avec les résultats du référendum et le rejet d'une bonne partie de la population française et européenne, quel pourrait être le chemin pour aller vers le fédéralisme? Et ça m'intéresse beaucoup parce que j'ai pas entendu de réponse sur ce point-là. Première question. Et la deuxième, très différente. Un des services proposés le plus simple ne serait-il pas l'Europe de la défense? Elle a beaucoup avancé à un moment donné. Et aujourd'hui, plus grand-chose. On parle de l'OTAN, mais plus de l'Europe. Les casques bleus, où sont-ils? Encore une question? Il n'y a pas d'autres femmes? Surtout les garçons qui posent des questions. Oui, Alain de la Drôme. Voilà, moi, c'est peut-être invité à une approche un peu plus anthropologique. C'est-à-dire que les peuples européens, enfin les différentes communautés d'habitants sur le continent européen se constituaient au fil de l'histoire, et les situations actuelles sont donc le fruit de cette histoire. On voit d'ailleurs qu'il y a encore des frontières qui séparent des communautés dans différents pays et qui ça pose encore des problèmes. Enfin, on l'a vécu en ex-Yougoslavie de manière assez violente il y a encore pas très très longtemps, et on voit ce qui se passe encore aujourd'hui dans l'est, mais aussi dans l'ouest de l'Ukraine par exemple. Enfin, on voit qu'il y a des problèmes qui se posent. Donc, ce que je voulais aborder par là, c'est que on voit bien que là, c'est un phénomène ascendant. C'est-à-dire que la constitution des communautés, au fil du temps, s'est fait depuis la base, les citoyens, enfin bref, ou les habitants tout au moins, et pas forcément par la tête. C'est-à-dire qu'on a bien vu comment les empires se sont construits, qu'ils soient sains ou moins sains, peu importe. Mais on a bien vu quelle est l'histoire de l'Europe à ce niveau-là, au niveau de la structuration par le haut, et ce que ça a produit. Et on voit bien qu'il y a toujours un décalage qui est opérant entre le territoire lui-même, les habitants, et l'organisation qui est centralisée à un moment donné. Ça, c'est juste pour le préalable. C'est-à-dire qu'en fin de compte, là, la proposition que vous nous faites, c'est qu'il y a une institution européenne, en effet, qui existe, mais qui ne participe pas forcément d'un élan très très spontané et pas non réfréné, comme le disait monsieur là, madame, au niveau de la Constitution, la proposition de Constitution qui a été rejetée en 2005 et qui nous est revenue d'une autre manière. Mais par contre, il y a quand même, vous remettez toujours en cause, en opposition, l'organisation ou les institutions européennes et les États. Vous faites cette distinction, cette dichotomie, vous dites qu'il y a une césure entre eux, et ce qui ne permet pas de converger vers un idéal, que je partage d'ailleurs, sur le fait qu'il y a en effet un grand intérêt à ce que l'ensemble du continent européen soit unifié, enfin une certaine forme d'unification, pour arriver justement à produire des effets dans la mondialisation qui seraient satisfaisants pour tout le monde. Ce qui est à observer quand même, c'est que la construction européenne telle qu'elle s'est constituée, c'est sur un marché et sur la concurrence. Donc en fin de compte, quel est le partage d'intérêts entre les différentes nations qui composent cette Europe ? Si ce qui est gravé dans le marbre aujourd'hui des institutions européennes, c'est uniquement le marché et la concurrence. Il n'y a pas de social et pas de fiscal. C'est-à-dire comment est-ce qu'on fait communauté si on ne partage pas ces éléments qui sont quand même fondamentaux pour arriver à constituer une vraie communauté, au-delà même des appartenances historiques, religieuses, et j'en passe, et des meilleures. Il y a un dernier point quand même, je voudrais mettre une pierre dans votre jardin, vous autres parlementaires européens,
puisque le traité de Lisbonne a créé la possibilité d'un dialogue interparlementaire, parlements nationaux, Parlement européen. Donc le traité de Lisbonne, on est en 2008, me semble-t-il. C'était après les élections. Oui, non, mais pour mettre la distance qui est entre cette date-là et aujourd'hui. Pour l'instant, je crois qu'il y a eu 2 réunions, une dans les Pays-Bas, je ne sais plus si c'est Vilnius ou Riga, et une autre à Rome récemment pour justement travailler, mettre en question cette question de l'interparlementaire. Et grosso modo, moi, les retours que j'ai eu de la part de parlementaires français, c'est qu'ils m'ont dit, grosso modo, les parlementaires européens nous ont fait un bras d'honneur en nous disant l'Europe, c'est nous, restez sur vos. Restez dans votre champ national. Ah ben, oui, mais dans les faits, est-ce que ça se traduit dans les faits? Moi, ce qui serait intéressant, c'est peut-être de consolider les parlements nationaux au niveau européen plutôt que de créer une institution de parlementaires européens. Ça pourrait être une initiative. Non, mais c'est intéressant. Henri. Donc moi, je voudrais revenir à la question de qu'est-ce qu'on souhaite faire et comment y aboutir. Bon, parce que la question des migrants et ainsi de suite, ça s'inscrit quand même là-dedans fondamentalement. Or, c'est des questions qui sont peu discutées et extrêmement confuses. Alors moi, je vous donne ma réponse qui a l'avantage d'être claire. Ce que nous souhaitons faire, nous socialistes, c'est de bâtir dans le monde multipolaire du XXIe siècle, monde d'États-continents, un pôle autonome, politiquement, militairement, qui défend une civilisation, qui défend un modèle social, qui est le creuset d'une nouvelle renaissance et qui est le levier d'une autre mondialisation. En 20 secondes, je vous ai dit ce que nous voulons faire. Maintenant, oui, mais à l'échelle du projet, 20 ans, c'est 1/1000e de seconde. Ça fait 60 ans. Ça fait 60 ans que nous sommes engagés à partir d'États qui se sont, pendant 10 siècles, fait la guerre, qui sont à l'origine de 2 guerres mondiales et de 2 totalitarismes. En 60 ans, nous avons unifié ce continent sous l'étendard de l'état de droit, de la démocratie et de la prospérité économique. En 60 ans, c'est une performance sans précédent dans l'histoire. Et il faut être fier de ce que nous avons fait et cesser de critiquer sans arrêt et d'avoir un discours négatif. Ayons, nous socialistes, un discours positif sur l'Europe, parce que pour ce qui est de l'Europe bouc émissaire et du discours critique, et il y a évidemment 1000 façons et 1000 raisons de critiquer l'Europe. Alors comment on va y parvenir? Alors il s'agit d'un processus historique, je viens d'en parler, qui prendra des décennies. Les États-Unis d'Amérique, ça a été très justement rappelé, avant de devenir une fédération, ils ont été autre chose. Ça prend beaucoup de temps de bâtir une fédération. Même l'Allemagne fédérale, ça a pris beaucoup de temps, plusieurs décennies. Donc, il ne faut pas s'énerver. Il ne faut pas s'imaginer que parce que ce n'est pas fait. Bon, alors quelle est la voie? Bon, alors, la première, c'est de renforcer, mandat après mandat, le pouvoir de chacun des piliers européens. Le pouvoir du Parlement européen. Et moi, j'ai fait 2 mandats. À chaque mandat, on a renforcé le pouvoir du Parlement européen. Par exemple, dans le mandat dernier, oui, on a donné au Parlement européen le droit d'être codécisionnaire dans les traités commerciaux. Autrement dit, si le traité avec les États-Unis, le TAFTA, ne convient pas aux parlementaires européens élus au suffrage universel, eh bien, ils diront non, comme ils ont dit non à d'autres traités. Ils ont le pouvoir de le faire. Bon, mais il faut aussi renforcer le pouvoir de la Commission, renforcer le pouvoir de la Banque centrale européenne, en faire une banque centrale complète, et on en a pris le chemin depuis 3 ou 4 ans avec des résultats, renforcer le pouvoir de l'ensemble des... Et puis, en second lieu, il faut développer les politiques communes. Politique énergétique, politique de la recherche, politique agricole, avoir des politiques communes, des politiques continentales. La question de la Grèce,
Aujourd'hui, si on veut sauver la Grèce, il faut Henri. que l'Union européenne investisse massivement 2 minutes, en Henri. Grèce. Voilà. Bon, mais, voilà. C'est le caractère séduisant de notre système. Là, c'est que, en effet, ça permet les échanges. Le caractère frustrant, c'est que ça empêche une vraie explication. Mais j'ai commencé la mienne. Tu as accepté les règles du jeu. Oui, bien sûr. Alors, Eddy, ensuite Isabelle. Oui, pour répondre à Madame la camarade de Maison-Alfort, elle a raison de rappeler qu'aujourd'hui, ce n'est pas si simple avec le résultat du référendum, parce que tout modèle fédéral aujourd'hui apparaîtrait comme une révolution post-nationale pour les États-nations aujourd'hui, et je ne vois pas comment on va renvoyer, alors si, nous, peuple de gauche, on peut le considérer, les Français devant une consultation pour un nouveau projet de constitution. Aujourd'hui, vu l'état actuel de l'opinion publique et du débat politique. Néanmoins, il faut quand même qu'on parte du fond et qu'on se demande ce qu'on veut faire ensemble en Europe. Et aujourd'hui, les outils techniques et institutionnels existent, et là je rejoins Henri, pour que les choses se fassent concrètement. Il faut bien sûr qu'il y ait une parole de gauche forte au Parlement européen, qu'on soit moins dans la recherche systématique du compromis, pour ne pas dire du consensus, et qu'on tranche davantage des choix politiques affirmés. Pour ça, il faudra sûrement, encore une fois, à mon avis, je pense, réformer le scrutin d'élection des députés européens pour qu'il y ait des vraies listes européennes, pour qu'on arrive enfin à expliquer aux gens qui ne vont pas voter pour un enjeu national, pour une circonscription régionale. Bon, je ne devrais pas dire ça, parce que c'est la gauche qui a fait ces circonscriptions, mais il n'empêche que c'était beaucoup plus clair et plus assumé, moins hypocrite quand il y avait des listes nationales que des listes de régions ainsi. Et donc, il nous faudra inventer le système institutionnel qui convient le mieux. Ça ne sert à rien d'aller trop vite et de déclarer comme ça, boum, on va créer un État fédéral, ça va se construire avec le temps, et même si ça fait des années qu'on annonce que ça ira mieux demain pour l'Europe, il n'empêche qu'on arrive dans une telle situation où aujourd'hui c'est les migrants à nos portes, c'est un État de l'Union européenne au bord de la faillite, il va falloir quand même se pencher sur les vrais problèmes et rechercher des solutions immédiates, techniques, qui existent et qui sont possibles aujourd'hui avec la volonté politique de nos élus. Donc une fédération légère dans un premier temps, peut-être, mais réelle, affaires étrangères, défense, recherche, mais des vraies politiques intégrées et qui font que les États acceptent de reconnaître la limite de leur capacité à intervenir sur un certain nombre de secteurs et transfèrent véritablement leurs compétences à un pouvoir européen véritablement démocratique. Et monsieur a raison de rappeler qu'on oppose systématiquement les États à l'Europe, on oppose aussi les parlements nationaux au Parlement européen, qui fait l'objet de procès d'intention multiples aujourd'hui, alors qu'ils ne le méritent pas, même si aujourd'hui ça reste quand même un gros machin peu identifiable pour le citoyen, même si, pour savoir le travail d'Isabelle, de Virginie et Christine, elles font un formidable travail de pédagogie sur ce que doit être l'Europe au quotidien. Maintenant, la France, elle a une responsabilité particulière, elle doit faire cet avant-pas fédéral pour qu'on puisse vraiment aboutir sur les plans politiques, diplomatiques et de sécurité avec les menaces d'attentats qui sont aujourd'hui une réalité à nos portes, et qu'on ait cet embryon d'Europe fédérale. Et très rapidement, pour terminer, se réunissaient dans le cadre d'un format intergouvernemental de plusieurs pays, une réunion de ministres de l'Intérieur sur la question de la sécurité dans les chemins de fer. Moi, j'ai travaillé 2 ans dans la sûreté ferroviaire pour l'Union internationale des chemins de fer. Et ce qui est proposé aujourd'hui existe depuis 15 ans dans tous les cartons des techniciens de sûreté, où on dit qu'il faut à un moment donné mutualiser les fichiers de renseignement, à un moment donné se parler en Europe et accepter que même le pouvoir régalien de la sûreté doit être en partie transféré pour que ça fonctionne véritablement. Donc il faut un peu de responsabilité de nos gouvernants. Espérons que ceux qui se disent de gauche et progressistes enclenchent cette dynamique et emboîtent le pas vers une Europe fédérale, citoyenne et véritablement démocratique. Alors, je sens bouillir Isabelle, donc nous t'écoutons. Oui, c'est vrai que... Bon, je suis désolée de le dire comme ça, mais je ne suis pas d'accord. Je suis d'accord sur les constats qu'ont fait Henri et Eddy, mais je ne suis pas d'accord sur le contexte. C'est-à-dire que c'est vrai que les choses mettent du temps à se construire, qu'il est normal qu'au départ on ait eu un processus internation, intergouvernemental ensuite, etc., avec du coup, comme tu le disais, une espèce de mixture où sur certains aspects on a un droit de veto, sur d'autres on a un droit, même si on n'a pas le pouvoir d'initiative, on fait des rapports d'initiative qui finissent par être repris parfois par la Commission. Donc bon, ce que je veux dire, c'est que bien sûr on pourrait se dire si tout allait bien, on a le temps, c'est normal, c'est
267e millième ou je sais pas quoi de seconde. On pourrait se dire ça, mais sauf qu'on n'a pas le temps. On n'a pas le temps pour plein de raisons. La première, c'est parce que dans le contexte où nous sommes, d'abord parce que les politiques, les politiques récentes, libérales, orthodoxes, ont fait des dégâts gigantesques. Deuxièmement, parce que l'Europe, justement, qui devait les protéger, a été au contraire porteuse de ces politiques-là. Troisièmement, parce qu'il y a une crise depuis notamment 2008 qui a accéléré les processus et auxquels on a répondu à l'envers, si je puis dire. Et puis aussi parce qu'ailleurs, les États continents, eux, s'installent. Je veux dire par là que ce soit la Russie, que ce soit l'Amérique du Nord, que ce soit la Chine, eux, ils sont déjà en place. Et en plus, les multinationales, elles sont toujours plus puissantes pour aller contre les intérêts des peuples. Donc on n'a plus le temps. Et comment on voit qu'on n'a plus le temps ? Il suffit de regarder les résultats électoraux 2014. Pas seulement en France, dans toute l'Union européenne. Les nationalistes gagnent partout des positions. Les nationalistes, des gens qui veulent quoi ? Qui veulent arrêter le processus européen, qui veulent revenir au repli national, avec évidemment un repli national qui lui-même entraîne la xénophobie, voire les conflits entre nations à terme. Donc le temps nous est compté, mes camarades. Il nous est compté. Oui, on n'a plus le choix. Toi aussi. Oui, enfin, c'est suffisamment grave pour s'y arrêter une seconde. Et donc, alors du coup, je ne répondrai pas, je voulais répondre sur d'autres choses, mais sur le dialogue interparlementaire, quand même. Bon, il y a un truc, j'allais dire bidon qui existe. Je le dis comme je le pense. Non, mais ça existe. C'est complètement bidon. Pourquoi c'est bidon ? Oui, c'est ça, je suis d'accord avec toi. Je montre parce que tout le monde ne voit pas, il fait comme ça. Bon. Donc, bien sûr, ça existe, sauf que ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. C'est-à-dire, il y a des semblants d'échanges, de machin. Pourquoi ça ne sert à rien ? Parce que tant qu'il n'y a pas, c'est comme ça dans les institutions, tant qu'on ne donne pas du pouvoir aux outils, aux regroupements, aux institutions, tant qu'on ne donne pas du pouvoir, ça ne sert à rien. Moi, je fais le tour, je le dis parce que c'est quand même louable quand même un peu de ma part, parce que je fais le tour des capitales sur le budget depuis maintenant 1 an. Des capitales européennes avec ma camarade. Moi, je suis vice-présidente du groupe socialiste et démocrate au budget, et ma camarade coordinatrice Eder, qui est espagnole, sur le budget. Toutes les deux, on prend nos clics et nos claques, on nous a rien proposé, rien demandé, on prend nos clics et nos claques, et on fait le tour des capitales pour expliquer les problèmes budgétaires au groupe socialiste des parlements nationaux. Je vais te dire, mon camarade, il n'y a pas grand monde dans nos réunions. Et particulièrement en France, je suis désolée de le dire, particulièrement en France. Nous, on se tape avec, pas de notre sac à dos, mais on fait l'effort de faire. Et en face, alors tu as un mec qui rentre, qui sort, ouais, coucou, c'est moi. Bon, bref, alors il y a des pays où c'est un peu plus structuré. Je vais à Berlin, là, en septembre, donc je vais voir comment ça se passe à Berlin. Je ferai une comparaison avec Paris. Mais ce que je veux dire, c'est que je suis complètement d'accord avec toi. Mais pour l'instant, ça n'est pas institutionnalisé. Et moi, je vais te dire ma proposition. Je suis d'accord avec Piketty. C'est-à-dire, Piketty, il dit en gros... la question, c'est la souveraineté populaire, on est tous d'accord. C'est-à-dire comment le peuple se réapproprie les institutions. C'est ça la question, on est d'accord ? L'enjeu, il est là. Bon, comment la souveraineté populaire sur le budget, sur le reste, elle revient ? J'allais dire, quand les gens disent elle était au niveau national avant, et parce qu'il y a eu l'Europe, elle a disparu, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais par contre, elle n'est pas au niveau européen, c'est vrai. Donc moi, je propose 2 parlements. Alors vous allez me dire, c'est encore le modèle américain. Bon. Mais je propose... c'est le bicamérisme, exactement. Virginie a 1000 fois raison. C'est le bicamérisme. Un parlement constitué par les parlements nationaux. Comment ? D'accord, ok. Oui, c'est juste la proposition, je termine. Parce que c'est une proposition pour laquelle vous pouvez réagir. Un bicamérisme avec un parlement issu des parlements nationaux et un parlement issu des peuples européens. Et qui, le premier, remplacerait le Conseil. Voilà.
Après, on discute de... Non, mais attends, c'est un enjeu, on mais va- je veux on pas va le droit de reprendre, répondre, je prends trop de temps. Géraldine. J'ai pas le temps, ils me disent que je suis trop longue. Oui, rapidement, il y a une question sur la politique de défense commune. Et il est vrai qu'on pourrait, sans pour l'instant mettre nos armées en commun, avoir un embryon au moins d'armée européenne, ce qui prendrait pas beaucoup sur les États, garderait une souveraineté nationale, notamment pour agir sous mandat de l'ONU. Ce serait une possibilité, une proposition qu'on pourrait faire. Oui, sur le social, les politiques sociales, évidemment. C'est vrai que l'Europe, pour l'instant, c'est ça. Mais la majorité au Parlement, elle est conservatrice. La majorité européenne, finalement, politique, elle est conservatrice. Et du coup, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Si on a ces majorités conservatrices, c'est vrai que des politiques sociales, de droits minimum, de droits sociaux minimum et communs, restent compliquées. Donc c'est vrai qu'il y a une bataille politique générale à avoir sur cette question. Et l'Europe fédérale, finalement, ne serait qu'un instrument de mise en place juste entre pays. Et je voulais juste revenir sur cette question des droits sociaux et la question de la jeunesse aujourd'hui en Europe. On n'en parle pratiquement pas sur les questions européennes. On a une jeunesse aujourd'hui européenne, on peut penser aux pays du Sud, avec 50% de chômeurs chez les jeunes en Espagne. En France, il ne faut pas non plus trop crier victoire, parce que les jeunes, depuis les années 80, sont fortement au chômage, et beaucoup plus fortement que les personnes de plus de 30 ans. Et qu'est-ce qu'on propose ? Pas grand-chose. Au niveau européen, il y a une garantie jeune qui a été proposée pour les gens sans formation, etc. Mais quand il y a 50% des jeunes qui sont au chômage, est-ce qu'une garantie, la garantie jeune, c'est un accompagnement global sur le logement, la santé, l'emploi, la formation, etc. Et quand 50% des jeunes sont au chômage, est-ce que cette proposition suffit ? Alors c'est vrai qu'on parle toujours de l'Europe de l'espoir, on cite tout le temps Erasmus comme une réussite, et encore, c'est quand même un programme qui est souvent en danger, notamment en termes budgétaires. Mais ça suffit pas, c'est pas ça aujourd'hui. Alors oui, la mobilité, les jeunes le font, et le font finalement sans Erasmus, mais qu'est-ce qu'on leur propose comme protection sociale minimum ? Quand on parle d'Europe, d'avenir de l'Europe, la question de la jeunesse pourrait être intéressante, parce que les jeunes, c'est pas seulement qu'ils croient plus en l'Europe, c'est aussi qu'ils croient plus en la politique. Enfin, on le voit globalement, la question est plus globale, elle n'est pas vraiment que sur l'Europe, qui, c'est vrai que c'est facile, c'est un peu le bouc émissaire. Et juste pour terminer, sur la question du Parlement et de ses avancées, c'est très bien, mais j'imagine que vous avez fait la campagne européenne pour certains sur le terrain. Franchement, déjà, quand les gens s'intéressent à peu près à la Commission, ce que ça fait, le Conseil, etc., enfin voilà, personne s'y intéresse, c'est extrêmement complexe. Ça n'est pas si complexe, finalement, ça fonctionne comme voilà, une sorte de démocratie, voilà, qu'on pourrait faire un effet miroir, mais oui, enfin, comme une sorte, je l'ai bien dit. Et du coup, il y a aussi une question de la pédagogie au sein des États-nations. Si sur l'éducation, on ne met pas en avant la question européenne, on parlait de la suppression des classes européennes. Mais ces classes européennes étaient réservées à certaines personnes. Pourquoi, dans le programme, ne mettons pas les questions européennes au centre des programmes dans chaque État ? La pédagogie, de savoir ce que c'est, qu'est-ce que sont les peuples européens, de leur histoire commune. Parce qu'on a une histoire commune, malgré les différences de langue, etc. Donc il y a une réelle responsabilité des États membres pour aller vers le fédéralisme. Et tant que les États membres, de toute façon, ne changeront pas, on ne pourra pas... C'est eux qui bloquent, finalement, en gardant leur pouvoir... un peu faussé de peu de poids à eux. Juste avant de... Tu veux dire un mot, Christophe ? Juste avant de repasser la parole, pour préciser sur les pouvoirs du Parlement, parce qu'il y a eu un certain nombre de choses qui ont été dites qui ne correspondent pas exactement à la réalité. Le Parlement a un pouvoir de codécision, donc c'est un co-législateur, il élabore les directives et règlements européens, donc les lois européennes, au même titre que le Conseil, dans un champ de politique bien donné. Par exemple, il y a effectivement certaines politiques pour lesquelles le Parlement a des pouvoirs limités, en particulier sur le budget, où il peut voter, il peut uniquement approuver ou pas le budget. Donc, mais sur tout un ensemble de politiques, qui sont les politiques par exemple du marché intérieur, sujet que je connais bien, mais pas seulement, il a un réel pouvoir de codécision. Ce qu'il n'a pas, ce qui est la prérogative de la Commission européenne, donc l'équivalent du gouvernement de l'Union européenne, c'est l'initiative, c'est-à-dire de mettre sur la table un projet de texte. Voilà, c'est ça sa limitation, mais le Conseil ne l'a pas plus. La Commission a l'initiative, met le projet de texte sur la table, et ensuite ce sont les deux co-législateurs qui discutent et qui élaborent le texte final. Ensuite, je voulais dire que je partage un petit peu, hélas, le sentiment d'urgence d'Isabelle, parce que on voit bien aujourd'hui que ce qui se cristallise dans des crises extrêmement graves, comme celle des migrants, comme celle de la Grèce, c'est quelque chose qui est à l'œuvre de manière plus souterraine. C'est-à-dire, et
c'est quelque part très humain, même si on ne le souhaite pas en période de crise, c'est-à-dire une concurrence des États entre eux à l'intérieur de l'Union européenne. Et donc l'Union européenne, qui est un projet au départ de mise en commun, de solidarité, de construction commune, devient en fait un enclos dans lequel les États se mettent en concurrence les uns avec les autres. On le voit en matière sociale, on le voit en matière de fiscalité, et puis maintenant on le voit dans le fait de se renvoyer la responsabilité face à des crises gravissimes comme celle des migrants ou de la Grèce. Et donc cette avancée fédérale, évidemment, on aimerait tous savoir comment faire et le faire tout de suite, mais c'est quelque chose qui doit se construire. C'est le fruit d'une volonté politique, d'un travail de toutes les forces progressistes, des forces de gauche pour ça. C'est pas un chemin facile, il n'est pas tracé d'avance, et donc il reste à construire, mais c'est aussi pour ça qu'on est là. 30 secondes par rapport à ta question sur, depuis les 10 ans du référendum, on n'a pas avancé, et en même temps, on sait tous qu'on aurait besoin de faire avancer sur les institutions européennes. C'est le traité de Lisbonne qui fait qu'on est dans ce système un petit peu mixte, d'avancer, certes Henri, mais pas suffisamment. Et il y a des outils pour faire avancer sur des propositions de nouvelles constitutions. Il ne faut pas penser, parce que ça a été un échec, parce que chez nous, ça nous a complètement... on a eu du mal à s'en remettre, qu'il faut renoncer à ça. Je pense que l'outil principal, et on n'en a pas encore parlé, c'est le Parti socialiste européen pour ce qui est le Parti socialiste. Il faut faire avancer avec les partis européens pour retravailler et remettre sur la table, parce que ce qui se passe en Grèce, ce qui se passe avec l'immigration notamment, et avec toutes ces autres questions, doit nous montrer la faiblesse du fonctionnement actuel, et donc changer les institutions pour arriver vers une Europe fédérale peut-être progressivement, peut-être en commençant avec une zone euro plus forte dans un premier temps, là où on peut avancer clairement. Mais là-dessus, il faut qu'on se mette d'accord, et il faut qu'on utilise les partis politiques au niveau européen. Et le PSE doit jouer son rôle. Malheureusement, le dernier congrès a été extrêmement décevant, mais ce n'est pas une raison pour renoncer à ça et avancer dans cet axe-là. Tu te souviens qui était... Depuis très longtemps. Ok, alors vas-y Damien. Très longtemps, monsieur. On te fait confiance. Oui, Michel Villeneuve, Génération Écologie. Je suis d'accord effectivement avec Eddy sur le problème du fédéralisme. On pensait même d'ailleurs que le régionalisme allait succéder aux États-nations. Bon, ça c'est une option qui pour le moment était prématurée. C'est pas là-dessus que je m'intéresse. Je voulais simplement intervenir sur les migrations, parce qu'on a l'air de découvrir tout d'un coup qu'il y a des migrations. Or, c'est un long processus, effectivement, en dehors des phénomènes actuels, des réfugiés politiques, etc., des conflits internes. Il y a la migration normale, naturelle, je dirais, au fur et à mesure des changements climatiques. Le front de chaleur remontant vers le nord, il y aura des migrations. Ces migrations-là, ça fait 20 ans que je les vois. Quand je travaillais en Afrique, dans des villages, je dormais dans les villages, je voyais bien. 10 ans après, ces villages n'existaient plus. Les gens habitaient Dakar, Conakry ou ailleurs, ou Nouakchott. Et puis évidemment, ces gens-là, ils ne pouvaient pas retourner en brousse, il n'y avait plus d'eau. Donc il fallait bien qu'ils aillent ailleurs, puisqu'il n'y avait plus de ressources locales, et ils venaient vers l'Europe. Donc, alors évidemment, c'est quelque chose qui va s'amplifier, mais qui n'est pas irréversible. Parce que de toute façon, le dernier continent aujourd'hui qui va se développer, c'est l'Afrique. Tout le monde, en dehors de la France, tous les gens avec qui je travaille, investissent en Afrique. Les Chinois, les Américains, les Canadiens, etc. Bon, nous, évidemment, on s'est retirés. Mais donc, on sait que plus tard, au point de vue ressources, c'est un continent qui va se développer. D'ailleurs, une partie maintenant des Espagnols vont travailler au Maroc. Mais globalement, quand il n'y aura plus d'Africains en Afrique et qu'il y aura des richesses, est-ce que ça ne va pas être les Européens qui vont aller travailler là-bas? Je ne sais pas. Nos camarades africains devraient pouvoir répondre à ces questions. Mais je pense que si on regarde ça sur du long terme, et non pas sur ce qui va se passer dans 2 ou 3 ans à venir, il y a une réflexion à avoir là-dessus. Voilà. Je suis un Européen convaincu, en colère, et en colère avec vous et votre parti. Je suis allemand, je suis arrivé en 2012. J'ai cru dans le programme de François Hollande de donner une racine sociale, de donner une donne sociale à l'Europe. En 2012, j'ai commencé à travailler avec une députée PS qui est dans la commission, dans l'Assemblée nationale, dans la commission des affaires européennes. J'ai cru dans ça et rien s'est passé, vraiment rien. J'ai senti que le PS n'est plus un parti européen. Vous n'êtes peut-être pas anti-européen, mais vous êtes en tout cas réactionnaire dans la majorité. Pas vous personnellement, mais la majorité des partis. Là, en fait, on fait une discussion dans une salle close, mais en fait, la majorité des partis ne pensent pas comme nous.
Ça, c'est une truc sûr. Et donc, je ne vais pas vous demander vos comptes, mais je vais demander François Hollande, après 2 ans où il n'était pas présent sur les grandes questions européennes, à mon avis personnel. Il a quand même, je pense que c'était le 14 juillet, il a donné une grande discours, il a dit il veut créer le gouvernement de la zone euro, il veut créer un ministre des Finances européen. Donc, qu'est-ce que vous faites, vous, personnellement, à travers votre mandat et de vos fonctions dans le parti, pour faire changer la majorité, pour faire en sorte que le parti socialiste devienne un parti européen qu'il n'est pas actuellement? Bon, juste une minute, une question, mais qui est sous forme de 3 sous-questions. Puis c'est des vraies questions, parce que j'ai vraiment pas la réponse. Moi, je m'interroge beaucoup. Un bon projet politique, moi, j'ai appris que c'était un projet dans lequel on avait à la fois une majorité, c'est mieux, et deuxièmement, on avait l'assentiment des populations, c'est encore mieux, et troisièmement, dont on maîtrisait les dégâts collatéraux. Et c'est pour ça que je me pose 3 sous-questions. En fait, la première sous-question, c'est... moi, je crois qu'il y a quand même une difficulté pédagogique. Et on l'a vu justement dans les campagnes européennes. Parce que d'un côté, on dit oui, on est bloqué par une politique de droite, qui est représentée par celle qui est menée par le gouvernement allemand. Et en même temps, on dit le couple franco-allemand est absolument indispensable. Et du coup, ça crée, je pense, il me semble, mais vous me direz votre avis, une contradiction de 2 nécessités, hein, d'être clair sur les affrontements droite-gauche et d'être clair sur la nécessité du couple franco-allemand, qui fait que ça embrouille quelque peu notre discours. Et je pense que le fédéralisme, c'est justement, il me semble, et c'est là j'aimerais avoir votre avis aussi, une façon de dépasser ça. C'est-à-dire de montrer justement que c'est le moment de faire tomber la nécessité du couple franco-allemand au profit d'un vrai débat politique. Et je pense que c'est ça qu'il faut dire pour que justement on puisse avancer. Et avancer, ça va être très difficile. Il ne faut quand même pas oublier, c'est pour ça que je parlais de majorité politique, quel est le premier groupe que la France a envoyé au Parlement européen, hein, souvenons-nous, hein, c'est pas si vieux que ça. Hein, et donc là-dessus, ça veut dire qu'il faut qu'on se pose ce problème de majorité. Et je crois qu'on a une opportunité malgré tout de se poser la question qui est justement sur la crise grecque. Et je pense que le président Hollande avait raison de dire juste après, disons, le maintien, le rafistolage permettant de maintenir la Grèce dans l'euro, que c'était le moment de poser la question du gouvernement européen. Mais encore faut-il, pour être clair, et c'est ma dernière question, c'est fini, il faut être clair sur le fait que si on avance dans cette direction-là, il faut être prêt à affronter le fait que ce gouvernement ait une majorité, soit gouvernée, enfin, soit avec une majorité de droite. Hein. Et là, je pense qu'il faut être clair sur disant oui, nous courons ce risque parce que nous pensons qu'il vaut mieux une majorité de droite et un affrontement droite-gauche que l'ambiguïté actuelle. Bravo Jean-Marc. Une dernière. J'en profite, le temps que le micro arrive, pour saluer Pervenche qui nous a rejoint. Merci. Bonjour, Quentin Guillemin. Je fais écho en fait à quelques interventions, mais qui ont, à mon sens, pas été jusqu'au bout, et c'est pour ça que je voulais relancer le débat sur ce sujet. Est-ce que vous ne pensez pas que la construction européenne telle qu'elle s'est constituée, c'est-à-dire avec des pères fondateurs fédéralistes, avec un idéal, avec un certain nombre de valeurs communes, c'est le moteur un peu. C'est-à-dire, moi, on parle beaucoup des projets, on parle beaucoup de choses tout à fait effectivement intéressantes, utiles pour les citoyens, mais il y a aussi besoin d'idéal. C'est-à-dire, pour croire en une Europe fédérale qui va loin, il faut aussi avoir un idéal, il faut aussi avoir des valeurs, partager des valeurs. Et quand on voit aujourd'hui ce qui se passe en Hongrie, par exemple, quand on voit ce qui se passe dans un certain nombre de pays, dans lesquels ces valeurs communes sont d'une certaine manière remises en cause, sans qu'il y ait énormément de voix discordantes, en réalité. Quand on voit ce qu'a dit Viktor Orban, par exemple, en revenant des manifestations du mois de janvier en France, sur la question migratoire, justement, où soi-disant les questions migratoires étaient la cause de tous nos soucis face aux terroristes, je pense que là, ça méritait aussi, à un moment donné, de peut-être peser un peu dans le débat. Et donc, je pense qu'il y a besoin d'un idéal. Et je pense que cet idéal, et c'est la question que je pose, Henri Weber en a parlé un peu tout à l'heure, mais pour moi, c'est la base. C'est-à-dire que, et cet Erasmus dont on a entendu parler tout à l'heure, c'est aussi ça, d'une certaine manière. C'est aussi ça qui fait que des jeunes, aujourd'hui, sont peut-être plus pro-européens, fédéralistes même, que des gens plus anciens qui n'ont pas vécu cet Erasmus, qui n'ont pas vécu cet idéal
qui est effectivement sûrement un idéal, et donc pas forcément dans la réalité toujours réelle, mais qui en tous les cas existe. Voilà. Je vous propose de prendre encore 2 questions et après on répondra parce on approche dangereusement de la fin de l'atelier. Deux fois une question, c'est Donc pas deux autres questions, les 2 dernières. Isabelle Thomas, vous disiez tout à l'heure que le temps nous était compté. Je vous rejoins totalement. Je crois que c'est bien de se poser la question du fédéralisme européen, mais on est bien obligé de constater aujourd'hui qu'il y a une absence d'envie et des égoïsmes nationaux qui montent. Et je pense qu'avant de se poser la question du fédéralisme européen, ce serait bien de créer l'envie, de créer les conditions de l'envie, en tout cas, parmi les peuples européens. Et moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'avoir Martin Schulz à la présidence du Parlement européen en échange de notre compromission à la droite européenne, ça ne fait rêver personne. La règle des 3% de déficit et l'austérité budgétaire, ça ne fait rêver personne. Le TAFTA, à part Guy Verhofstadt ou Cecilia Malmström, ça fait pas rêver grand monde. Donc je pense que nous, socialistes, dans cette question de comment on crée l'envie, ou les conditions de l'envie en tout cas, d'un projet fédéraliste, on a une responsabilité énorme et on se doit d'être beaucoup plus clair. Notamment sur l'austérité qui est totalement inefficace économiquement, on l'a vu depuis longtemps, et nocive socialement, et sur des questions comme le traité transatlantique. Une dernière. Merci. Benjamin. Je voulais savoir comment les peuples européens peuvent faire infléchir justement la ligne directrice de l'Europe, notamment quand on a vu que la pétition Stop TAFTA a été signée à plus d'un million de personnes, et 2 millions même, oui, 2 millions, et qu'aucune conséquence n'avait été retenue de cette pétition. Et même si j'ai lu que c'était dans le cadre de la loi, on peut se poser la question de quand 2 millions de citoyens européens s'engage contre un traité, comment celui-là même peut être poursuivi, enfin, la recherche de ce traité peut être poursuivie au niveau européen. Très rapidement. C'est les dernières réponses, donc vous avez. Non, mais c'est pour vous laisser plus de temps, et notamment à nos parlementaires. Tu as un peu plus de temps. Je voudrais répondre à Quentin et aux camarades, parce que leurs questions se retrouvent en partie sur la question de l'idéal. Parler des pères fondateurs, Quentin, moi je ne voudrais pas rabâcher, mais avant les pères fondateurs, il y a tous les mouvements de la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale qui ont porté un idéal d'Europe qu'on a trahi dès la fin de la Seconde Guerre mondiale avec le retour des États-nations et des gouvernements nationaux, et qu'on n'a pas su retrouver même à travers l'expression humaniste, sociale et volontariste de tous les pères fondateurs. Donc aujourd'hui se pose la question de savoir, nous, force de gauche, parti européen de gauche, l'histoire que nous racontons au peuple pour le convaincre et le persuader qu'il faut recréer un idéal européen aujourd'hui. Il faut le refonder. On ne va pas ressasser pendant des dizaines d'années ce qui a créé l'Europe à un moment donné, l'idéal de paix, de cadre préservé. Moi, je serais plus nuancé sur le fait que ça a moins bien marché qu'on le pense. Il n'empêche qu'aujourd'hui, il faut trouver une nouvelle histoire à raconter, une nouvelle histoire pour convaincre et entraîner les peuples vers une Europe qui, effectivement, va répondre aux enjeux de la mondialisation, des blocs, de la Chine, de l'Inde, des États-Unis, et que l'Europe est forte de ses peuples, parce que l'Europe dispose d'atouts exceptionnels, 500 millions de personnes, c'est un bloc unique dans le monde qui se retrouve avec des valeurs partagées. Je ne reviens pas sur le débat des valeurs chrétiennes et tout ça en Europe. Tout ça forme une communauté aujourd'hui en Europe qui n'existe pas ailleurs et qu'il nous faut porter encore plus loin. Il faudra travailler sur le sentiment d'appartenance à cette histoire commune, parce qu'il ne s'agira pas de raconter un récit. Il faut que nous, on puisse la porter et créer les identités et le sentiment d'appartenance, et qu'on puisse vraiment aller vers ce fédéralisme. Alors oui, il faut aller vite parce qu'il y a une urgence, mais si on va trop vite, on retrouvera à nouveau une défiance des peuples, et ça ne fonctionnera pas, parce que l'histoire nous a montré, pour peu qu'il y ait encore un sens à l'histoire, qu'on ne peut pas faire sans les peuples qui composent les pays qui constituent l'Union européenne aujourd'hui. Donc de toute façon, il faut créer une histoire commune par des outils institutionnels, par des outils économiques, le gouvernement de la zone euro tel qu'il est peut-être posé. En tout cas, il faut donner aujourd'hui des éléments de preuve de la détermination du personnel politique à apporter la réponse attendue par les populations qui veulent croire en l'idéal européen, mais on ne leur a jamais donné la preuve véritable que ça pouvait fonctionner aujourd'hui. Isabelle ?
Non, mais quand je dis urgence, je ne dis pas urgence pour confisquer du pouvoir démocratique. Je dis exactement l'inverse. Je dis urgence démocratique. C'est ça le sujet. Pourquoi la défiance des peuples européens, c'est, à mon avis, est-elle aussi violente au point de basculer, de revenir vers le nationalisme, justement parce qu'ils se sentent dépossédés de leur pouvoir, de leur souveraineté populaire. Donc la question de l'urgence, elle n'est pas le fédéralisme pour le fédéralisme. Je le dis franchement, ça ne m'intéresse pas du tout. L'urgence, elle est comment démocratiser les institutions européennes et faire passer la souveraineté populaire au niveau national, la conserver certes, mais comment en faire passer la partie au niveau européen? C'est ça la question qui est posée, de mon point de vue. Donc ce n'est pas l'urgence pour le plaisir de faire des règlements ou des institutions qui. Non, c'est l'urgence pour redonner du pouvoir au peuple. Et je reviendrai sur le TCE. Moi, je fais partie des socialistes qui ont voté contre le TCE. Voilà. Mais je n'ai pas voté contre le TCE parce que je ne voulais pas de constitution. Comme à peu près 80% des gens qui avaient voté contre le TCE. Ils n'avaient pas voté contre le TCE parce qu'ils ne voulaient pas d'Europe. Ils n'avaient pas voté contre le TCE parce qu'ils étaient contre une constitution européenne. Ils avaient voté contre, en tout cas, pour ce qui me concerne, je témoigne en tout cas. Nous avions voté contre le TCE parce que nous considérions que cette constitution était une constitution qui ouvrait les portes au néolibéralisme. Point barre. Donc la question, c'est pas que les Français ne veulent pas de constitution européenne. La question, c'est qu'est-ce qu'on leur propose ? Est-ce qu'on va enfin leur proposer une constitution européenne où ils retrouveront de la souveraineté populaire, retrouveront du pouvoir, où ils seront respectés dans leurs paroles ? Ou est-ce qu'on va continuer à les représenter, entre guillemets, avec tous les pouvoirs, sans écouter attendez, l'exemple grec. Il a un mois. Il y a un référendum à la demande du chef du gouvernement de la Grèce. Il remporte ce qui est un référendum compliqué. En plus, c'est pas un référendum où on dit pour l'entrée de l'Europe, pour la sortie, pardon. Vous m'avez compris. Non, c'est un référendum qui dit voilà le mémorandum. Est-ce que vous êtes d'accord ou est-ce que vous êtes contre ? La réponse est claire. Et qu'est-ce qu'on fait à la sortie ? On s'en fiche. C'est ça le sujet. On s'en fiche. Et malgré les efforts y compris de François Hollande, on s'en fiche. On leur répond. Je vais même aller plus loin. Le mémorandum de sortie est pire. Il y aura un effet. Alors il y a un effet. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Je pense que tout ceci est un processus en marche. Et ce processus, il a deux issues. La fin de l'Union européenne et de l'Europe, je le dis, par un repli national. Parce que ce n'est pas qu'en France que le Front National il est le premier parti qui a fait des scores à ce niveau-là. Hein. Si vous voulez, je vous cite tous les pays où il a dépassé les 2 chiffres, ils sont largement majoritaires dans l'Union européenne, les partis nationalistes. Donc il y a deux issues, entre guillemets, qui ne sont pas pour moi des issues. Hein. Quand je dis sortie de l'Union européenne, ce n'est pas une issue positive. Hein. Mais il y a ce risque-là. Et sinon, effectivement, la construction d'une Europe démocratique, c'est l'urgence. Et nous avons commencé, mais nous continuerons à battre le pavé, les tréteaux, qui ne seront pas les tréteaux de Maastricht, croyez-moi. Merci. Oui. Construction d'une Europe démocratique, il faut dire comment. Bon. J'ai ma petite idée là-dessus, mais voilà, c'est ça qui importe. Hein. C'est ce qu'on disait autrefois. Me dites pas ce qu'il faut faire, dites-moi comment. Bon. Alors maintenant, puisque c'est mon intervention conclusive, en effet, l'Europe a déçu. Elle a déçu pourquoi ? Parce qu'elle n'a pas tenu sa deuxième promesse. Elle a tenu sa première promesse. J'en ai parlé dans une intervention précédente. Unifier notre continent sous l'étendard de l'état de droit, de la démocratie, de la paix et du progrès social. Ça, nous l'avons fait. Mais en revanche, la deuxième promesse, quand on a été confronté à la globalisation
et à la nouvelle révolution industrielle, celle du numérique, des biotechnologies, aujourd'hui de la robotisation et de l'intelligence artificielle, nous avons été incapables de protéger les Européens face à cette seconde mondialisation et de cette troisième révolution industrielle. Et nous avons en Europe, depuis une quinzaine d'années, une croissance faible et un chômage dur. Le chiffre du chômage en Europe est de 12% depuis longtemps. Bon. Tant qu'il en sera ainsi, il y aura une contradiction entre la promesse de l'idéal européen et la réalité de ce que vivent beaucoup d'Européens. C'est à ça qu'il faut répondre prioritairement. Et c'est à ça qu'on s'emploie. Qu'est-ce que nous avons pour te répondre? Qu'est-ce que nous avons essayé de faire et en partie obtenu? Pour éviter de sombrer dans la déflation en Europe et pour renouer avec la croissance, nous avons obtenu 3 ou 4 éléments essentiels par la négociation et pas à l'épreuve de force à la Tsipras, par la négociation avec nos partenaires. Parce que vous n'empêcherez jamais, dans l'état actuel des traités, qu'aujourd'hui, toutes les questions qui fâchent, fiscales, économiques, sociales, se décident à l'unanimité des 28. Et il en suffit de 1 pour qu'il n'y ait pas de décision. C'est ça la démocratie européenne. Et le démos letton, slovaque, allemand n'est pas moins honorable que les démos grecs. Si on fait un référendum en Grèce et qu'il tranche dans un sens, on peut faire aussi des référendums ailleurs dont on sait très bien quelle sera l'issue. Bon. Donc, ce que nous avons obtenu, premièrement, une stratégie de sortie différenciée de la crise. Les États d'Europe du Nord, parce qu'il y a des États qui se portent très bien en Europe. Les États d'Europe du Nord, l'Allemagne, mais une douzaine d'autres, sont invités, et ils le font, à relancer leur croissance pour servir de locomotive à l'Europe. L'Allemagne a installé un SMIC européen à 8,50 €. Elle a augmenté ses salaires de 3% en moyenne depuis 2010. Elle relance donc aussi la consommation et l'investissement en Allemagne. Bien. Ça, c'est la stratégie différenciée. Quant aux États comme le nôtre, qui sont très endettés, ils se sont engagés sur une stratégie de retour à l'équilibre budgétaire, mais en prenant leur temps. Nous avons déjà repoussé par 2 fois et bientôt par 3 notre retour au fameux critère de 3%. Et les autres en font autant, et nous l'avons imposé à la Commission et à nos partenaires au Conseil qui ont admis que c'était la raison même. Stratégie différenciée de sortie de crise. Deuxièmement, c'est le PS qui fait ça. C'est les sociodémocrates au niveau européen qui sont à la tête de cette bataille depuis 10 ans. J'en étais, je peux te le dire. Maintenant, la BCE, elle a élargi ses missions. Elle n'est pas encore une banque centrale complète, mais aujourd'hui, la Banque centrale européenne rachète chaque mois pour 60 milliards d'euros d'obligations d'État et d'obligations d'entreprise. Si on m'avait dit, quand je suis rentré au Parlement européen, que c'était concevable, alors que ce n'est pas dans les traités, c'est contraire aux traités. Bon. Elle le fait. Est-ce qu'elle ne le fait pas? C'est la bataille que nous menons depuis des années. Élargir les missions de la Banque centrale européenne pour qu'elle devienne une banque centrale véritable, comme la Fed américaine ou comme la Banque du Japon ou d'Angleterre. Troisièmement, la relance par l'investissement. On nous riait au nez quand on disait qu'il fallait relancer l'investissement. On nous disait, les libéraux, la droite nous disait, s'il y avait des investissements intelligents à faire, rationnels, eh bien, les capitaux privés, qui sont pléthoriques, les auraient faits. Ce que vous nous proposez, et si vous ne trouvez pas moyen de l'argent en face, c'est parce que ce sont des éléphants blancs, des mauvais investissements qui mèneront à des pertes. Aujourd'hui, l'idée qu'il y a une grosse carence d'investissement en Europe est admise, et il y a eu un premier pas
qui a été le plan Juncker, qui était la condition du vote du groupe social-démocrate pour Juncker à la présidence. Il est de 315 milliards. Nous considérons qu'il faut le doubler et le tripler. Nous menons cette bataille comme nous avons mené la bataille pour la relance, pour l'investissement, depuis le début. Henri, bon. il y a un dernier orateur, Donc, désolé. je pourrais vous donner 5 ou 6 autres exemples. L'Europe n'est pas inerte. L'idée qu'il y a urgence, ce n'est pas une idée originale. Tout le monde en est conscient, tout le monde regarde la télé, tout le monde lit la presse. Et nous sommes tous des élus. Et nous faisons face à l'urgence. Mais nous faisons face à l'urgence dans des conditions où il y a une grande disparité en Europe. En Europe du Nord, il y a une prospérité. Oui. En Europe du Sud, ce n'est pas le cas. Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. On continuera. Merci. Une dernière intervenante, le dernier mot à la jeunesse, Géraldine. Oui, du coup, je serai moins d'emphase. Non, mais très rapidement, parce que je partage une partie des choses qui viennent d'être dites aussi. Pour répondre à Quentin, je crois, sur la question de l'idéal de jeunes qui seraient plus pro-européens que des autres générations, moi, je n'y crois absolument pas. La question, par exemple, du vote en France, du vote FN, la proportion de jeunes qui votent FN est à peu près la même que celle des autres catégories d'âge. La question d'Erasmus, pendant longtemps, elle était quand même réservée. Enfin, il n'y a pas beaucoup de place en Erasmus. C'est dur d'y aller quand on est à la fac. Alors, ça dépend. Il y a des filières où on peut, mais souvent des filières un peu de privilégiés, je dirais, des gens qui viennent quand même de catégories sociales, voilà, éduquées, qui permettent d'avoir les stratégies pour aller sur Erasmus. Alors, c'est vrai qu'il y a une évolution avec l'ouverture du dispositif aux apprentis notamment, mais il faut aller plus loin. Et si une partie de la jeunesse, en effet, a totalement pris possession de l'Europe sans frontières, etc., une autre partie de la jeunesse, pas du tout. Et les restes, ça ne lui dit rien, l'Europe. Déjà, la politique française ne lui dit pas grand-chose, alors la politique européenne, c'est encore pire, mais justement, la question de l'idéal européen et vers où on veut aller, elle est extrêmement importante. Il y a peut-être pas de... Peut-être les fronts sont à voir en même temps. Le front économique, en effet, la question de l'investissement est très importante à mettre en place, mais la question d'un idéal politique également. Alors c'est vrai qu'on parle souvent des États-Unis comme référence d'un fédéralisme et tout, mais il y a aussi d'autres nations, et je pensais notamment, enfin d'autres États en tout cas, je pensais notamment à l'Inde, qui est un pays fédéral, qui a un projet politique commun, mais qui n'a pas de marché commun. C'est-à-dire il y a des taxes entre les régions, etc. C'est une myriade de peuples, de religions, de langues, etc. Ils ont réussi à faire un projet politique commun parce qu'ils se sentent indiens. Et sur la question d'un peuple européen, moi je trouve ça dommage un peu qu'on essentialise ça comme ça, parce que chacun de nous, on est fait d'identités extrêmement diverses, et je pense que dans la parole politique, il faudrait éviter d'affronter une identité européenne à construire à notre identité nationale aujourd'hui, d'appartenir à la France. C'est au niveau des régions, on peut être basque, se sentir européen également, et puis c'est aussi une question de choix de chacun. On n'est pas à être déterminé par l'histoire de nos ancêtres exactement, c'est aussi une question de choix. Il faudrait parler également à la rationalité des gens. Et c'est vrai qu'en ce moment en Europe, c'est pas vraiment ça qui se passe. On a plutôt tendance à aller sur les bas instincts, de suivre un peu l'opinion publique globale, les peurs de l'opinion publique. Mais la démocratie, c'est pas seulement suivre cette opinion publique, mais c'est aussi parler à la rationalité, des citoyens. Et je pense qu'en effet, cette parole politique extrêmement claire, sans ambiguïté, sur une Europe est importante. Et souvent, le problème, c'est que c'est nos dirigeants nationaux qui en parlent. Et au-delà du fait qu'ils soient de droite, de gauche, ils ont aussi leur pouvoir propre à protéger. Ils sont un peu jugés partis, dirons-nous. Comment abandonner son pouvoir quand on est à la tête d'un État pour l'abandonner pour un pouvoir supranational. Eh ben, de toute conclusion, merci beaucoup. Je propose que tu continues à discuter avec Henri en sortant de cet atelier. Merci beaucoup. J'espère que vous avez pu poser toutes les questions que vous souhaitiez. Le débat se poursuit et va se poursuivre, mais je pense que ce qui est très important de faire monter, c'est l'idée que cette construction, que l'avancée de l'Europe fédérale et d'une nouvelle constitution, une réelle constitution politique européenne, elle se fera à la demande des citoyens, et nous, militants, qu'on soit radicaux, qu'on soit socialistes, qu'on soit génération écologique, qu'on soit quel que soit le parti, c'est à nous de faire monter cette idée et de surtout s'appuyer sur nos partis au niveau européen,
qu'on en soit content ou pas, c'est à nous de les faire changer. Enfin, je crois qu'on peut toujours mieux faire changer les choses de l'intérieur qu'en étant à côté. Et il faut qu'on avance sur ce débat. La situation actuelle nous force à aller plus vite. Il y a une urgence démocratique. Et cette urgence, il faut qu'on la mène et qu'on se saisisse de ça au niveau européen. Merci à vous et je cède la parole à Virginie. Très brièvement, on n'a pas pu répondre sur le TAFTA, mais effectivement, il y a un vrai combat politique. On a pris des positions, des députés de la délégation socialiste française, députés socialistes et radicaux, assez clairs sur les conditions, des lignes rouges très dures pour nous sur le TAFTA. Après, on est minoritaire aujourd'hui au Parlement européen. On parlait du fait majoritaire. Politiquement, aujourd'hui, on a une Europe à droite, c'est une réalité. Et, l'hypothèse du fédéralisme met aussi sur la table l'hypothèse d'une Europe fédérale mais de droite. Aujourd'hui, on a une Europe qui n'est pas fédérale mais qui est de droite aussi. Donc c'est un combat politique, qu'on mène nous à notre niveau au Parlement, c'est un combat politique aussi à mener sur le terrain. Tout ça pour dire que c'est faire évoluer les esprits, changer les mentalités, c'est aussi un combat de terrain pour lequel on a besoin de vous. Et tu parlais de la pétition sur le TAFTA, c'est quelque chose qui nous a aidés aussi, qui aide à la prise de conscience, mais qui a fait basculer des choses. Donc c'est toujours utile, on a besoin de cette mobilisation, mais il faut aussi voir que c'est à double tranchant. Ça va pas faire plaisir, mais j'ai souvenir moi d'une pétition qui a ramené plus d'1 million de signatures. Il y a un an de ça, c'était la pétition One of Us pour l'arrêt des politiques de soutien à la contraception et à l'avortement dans les pays en voie de développement. Ça a rassemblé une énorme majorité, et heureusement que, en tout cas de mon point de vue, heureusement que sur ce cas-là, ça n'entraîne pas nécessairement une décision automatique. Il n'en reste pas moins qu'on a besoin justement de la mobilisation de toutes les forces de gauche, tous les progressistes, y compris sur le terrain, y compris par des mouvements comme ça, parce que ça nous aide beaucoup. Donc voilà, le combat est à mener pour faire valoir nos idées, c'est ce qu'on fait tous les jours, et on a bon espoir d'y arriver. Merci à tous. Merci.